Hello Charlotte, Salut Kylian. bienvenue dans On Parle App, du coup podcast autour des apps mobiles. On parle marketing, design, dev, un peu de tout. Et puis aujourd'hui, data. Donc c'est assez rare, on n'a pas eu encore de profil data, donc c'est cool de t'avoir aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté le podcast. Trop bien, merci de l'invitation. Magnifique. Et première question, la classique, je vais te demander de te présenter. Qui est Charlotte de Tiersan? Donc je suis Charlotte, j'ai 35 ans, j'ai des enfants. Et en ce moment, je suis en data chez Photoroom. Je fais de la data chez Photoroom. Photoroom, qu'est-ce que c'est? C'est une app mobile qui a été téléchargée déjà plus de 300 millions de fois, mais aussi une web app et une API. Ok. Et en fait, Photoroom permet à toutes les personnes qui vendent des choses physiques sur Internet de rendre toutes leurs photos d'une qualité professionnelle. Ok. Et notre vision, c'est vraiment d'être une AI Creative Agency pour toutes ces personnes-là. Ok, trop bien, trop stylé. J'ai vu qu'avant ça, tu as bossé chez Criteo. Tu as commencé en tant que contrôleuse de gestion, si je ne dis pas de bêtises. Tu n'as rien fait d'autre avant, c'est ton premier poste? Oui, exactement. J'avais commencé en tant que stagiaire chez Criteo, donc en 2013, avant même l'IPO. Ok. Donc j'avais commencé en tant que FP&A. Donc j'étais la business partner d'un managing director d'une petite région au début. Ok. Et je l'aidais en fait à faire ses prévisions de tout son PNL pour sa région. Ok, Criteo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Et PNL, si tu peux dire ce que c'est, parce qu'à mon avis, il y en a qui Oui, bien connaissent pas sûr, non plus. excuse-moi. Donc Criteo, c'est une entreprise française et ils font de l'advertising programmatique. En gros, ils achètent des emplacements publicitaires. Enfin, en tout cas, à l'époque, ils faisaient que ça. Ok. Ils achètent des emplacements publicitaires en temps réel sur le site dumonde.fr et ils vont mettre une pub de Zalando parce qu'ils ont compris que toi, en tant qu'utilisateur, tu avais assez de valeur pour potentiellement cliquer. Et par rapport au prix que je vais acheter cet emplacement, je pense que je vais être gagnante. Ok. Donc, c'est un produit qui est passionnant, hyper complexe. Donc, en effet, au début, j'avais fait du FP&A, donc d'abord à Paris. Après quelques années, ils m'ont envoyé à New York. Donc, c'était une super expérience pour faire la même chose et pour créer l'équipe FP&A là-bas, pour la région Americas. Ok, FP&A, pareil. FP&A, Financial Planning and Analysis, donc du coup c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est être le business partner, etc. Et PNL, pardon, j'ai pas expliqué, c'est un compte de résultats. Donc le compte de résultats qui va du chiffre d'affaires jusqu'à tout en bas, une fois que tu enlèves tous les coûts et les taxes. Net. Voilà, exactement. Okay. Et donc j'étais allée là-bas, super bonne expérience. Et une fois qu'on était une boîte cotée, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'exigences en termes d'accuracy, de précision pour les projections qu'on faisait pour tout le compte de résultats. Et donc j'avais de plus en plus besoin d'aller plus loin dans la donnée. Et donc je m'étais formée toute seule sur SQL et Tableau. Tableau, c'est un outil de BI pour visualiser de la donnée. Et là, vraiment, a commencé à grandir un besoin de compréhension de la donnée encore plus puissant, parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin, de comprendre le business. Pourquoi est-ce que, par exemple, parfois, on pouvait avoir un chiffre d'affaires qui était parfaitement aux prévisions, mais une marge qui était décalée par rapport à mes prévisions, par exemple. Et donc là, il fallait vraiment aller plus loin dans la compréhension du produit. Donc, j'ai dit non à une promotion en finance. C'est pourquoi j'étais allée à New York pour repartir un peu d'un niveau plus bas, mais en data. Okay. Et là, c'était vraiment génial parce qu'en fait, je faisais partie de l'équipe data, mais côté commercial. Donc, je faisais partie de l'équipe commerciale, en fait. Et j'accompagnais les account managers au rendez-vous client. Et moi, mon but, c'était d'être l'expert data et d'essayer de débloquer des budgets grâce à la donnée. Donc, c'était passionnant et j'ai eu la chance d'aller chez des gros retailers comme Macy's ou Kohl's et en leur expliquant que le business Criteo, c'était super et qu'il fallait débloquer plus de budget. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai intégré une équipe data, mais cette fois-ci plutôt côté produit. Voilà, exactement. Et donc ça, c'était génial d'avoir la chance de bosser avec la R&D pour améliorer le produit. Donc là, c'était en amont, avant justement les rendez-vous clients qui se passent après en local. Et ça, j'ai vraiment adoré travailler avec la R&D à ce moment-là. Ok. Comment tu fais la bascule côté commercial à côté produit? C'est un truc que toi, tu as voulu faire, le produit, ou c'est venu comme ça naturellement? Comment ça s'est fait, cette bascule? C'est vrai que je m'étais dit que c'était super de rester en data, mais de voir un autre aspect des choses. Vu que j'avais déjà fait le côté commercial, je m'étais dit que c'était intéressant d'aller côté produit. Surtout que chez Criteo, ils ont une super équipe produit data. C'est toujours le cas d'ailleurs. Donc c'était une bascule hyper intéressante. Et c'est vrai que la data, en fait, elle reste la même quelque part, mais en fait, on ne l'utilise pas dans le même but. C'est intéressant de faire du reporting en se disant, OK, comment est-ce que je peux aider ce client à générer plus de ventes versus, OK, j'ai une donnée, je vais peut-être aller plus loin
Dans cette donnée, je vais prendre déjà tous les clients, pas seulement mon client, et je vais essayer d'extraire des behaviors, enfin, des espèces de trends dans la donnée que je vois et en discuter avec la R&D pour potentiellement améliorer le produit. Ok, trop bien. Dans ton parcours, quand on regarde un peu, tu as fait Criteo, tu as fait Zenly, du coup, qui a été racheté par Snapchat, je ne sais plus en quelle année. En 2017. Tu as fait maintenant Photoroom. Tu as fait que des énormes boîtes, que des grosses boîtes, des belles boîtes d'ailleurs. Comment on rentre dans des boîtes comme ça? C'est la question que je pose un peu à ceux que je reçois et qui sont dans des grosses boîtes. C'est toujours intéressant. Oui, c'est une bonne question. Alors déjà, quand j'ai intégré Criteo, bon déjà c'était une petite boîte, enfin ils étaient que 300. À chaque fois, c'était, j'ai envie de dire, un concours de circonstances, et ça a été beaucoup grâce à mon mec. Pour Criteo, je cherchais un stage après un stage d'audit classique. Et je me rappelle qu'il m'avait dit « Ah, mais il y a cette super boîte française, je crois qu'ils recrutent beaucoup. » Il est allé sur les sites, il a trouvé une offre de stage FP&A, enfin vraiment génial. Et pour Zenly, je me rappelle que j'avais envie de changement après mon premier congé maths. Et il a regardé mes mails LinkedIn, que j'avais même pas regardé, et j'avais un mail d'un recruteur externe qui me disait qu'il recrutait pour une app de géolocalisation française. Il m'a dit « Mais je suis sûre que c'est Zenly, vas-y, réponds-leur. » Et voilà. Et pour Photoroom, je pense que c'est surtout le réseau Zenly. Et donc, on m'avait contacté comme ça. Mais... Ok, trop bien, trop stylé. On reparlera après de Zenly un peu plus en détail et puis de Photoroom après, évidemment. Mais avant ça, tu es allé à l'étranger aussi à New York. Du coup, tu as bossé pour Criteo là-bas. C'est ce que tu as fait en gros à New York. Tu as fait quoi d'autre? C'était juste pour ça que tu es parti à New York? Oui, je suis partie avec eux, je suis rentrée avec eux. Donc voilà. J'avais fait 1 an d'études à New York aussi, d'ailleurs. Mais plusieurs années auparavant. Mais oui, à New York, j'étais sous un visa et j'ai travaillé que pour Criteo. Ok. Eh ben écoute, j'ai fait le tour un peu de l'intro. J'ai vu aussi que tu avais fait un semi-marathon. Mais oui, mais comment t'as vu ça? En fait, quand je reçois les gens en podcast, je vais regarder un peu, je vais fouiller un peu. Et quand tu tapes ton nom, je suis tombé sur des résultats de courses de. C'est vrai, mais. Je sais plus d'où semi-marathon. Je sais même plus quelle ville. Incroyable. Bah oui, en effet. J'en ai fait un il y a 1 mois et demi, je pense, le semi-marathon du Bois de Vincennes, que je conseille, qui est super sympa parce qu'on reste dans le Bois de Vincennes. Moi, j'habite dans ce coin-là, donc je vais toujours courir là-bas. Et c'était une super expérience. Je me suis remise à la course à pied récemment et j'ai adoré. Ok, bah félicitations. Je suis là-dessus, donc ça fait. Merci. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à un quiz. Donc, un quiz que je fais habituellement, c'est un quiz où soit tu dis que tu es d'accord, donc tu dis que c'est vrai, soit tu dis que c'est faux et du coup, c'est ignoble. Donc voilà, vrai ou ignoble. Et donc, il y a une dizaine de questions. Et puis après, on passera plus sur un focus un peu plus data. Donc, c'est parti. Vrai ou ignoble? Plus on collecte de data, mieux c'est. Alors ça, c'est vraiment ignoble. Je suis vraiment partisane de peu de data, mais 100% accurate. Hyper important. Et quand on a d'ailleurs créé la data stack chez Photoroom au début, on avait seulement de la donnée de revenus. Mais ça a déjà été tellement complexe d'importer les données de Revenue4 et de Stripe et qu'elles soient 100% accurate par rapport à ce qu'on voyait dans l'UI, que vraiment on s'est limité à ça. Et petit à petit, on rajoute des sources de données, mais vraiment, l'accuracy, c'est la priorité numéro 1. On a tendance un peu, nous aussi, dans nos premières apps, à vouloir, quand on met de l'analytics, on met amplitude ou post-hoc pour traquer un peu ce qui se passe. On met sur tous les boutons, surtout dans le profil, les paramètres, on en met partout. Et en fait, effectivement, on se rend compte que la plupart du temps, on ne l'utilise pas du tout. Et en plus, dans certains produits, ça coûte plus en plus parce que tu traques des données que tu n'utilises même pas. Donc, exactement. Donc, effectivement, ça coûte dans le vide. Voilà. Et ça rajoute de la dette en fait, parce que tu te retrouves avec de la donnée qui ne te sert à rien, dont tu n'es même pas sûr, tu sais même pas quelle est la source et si tu peux l'utiliser. Donc vraiment, non. Ignoble. Ok, très bien. Deuxième question, la data a toujours raison, vrai ou ignoble? Alors, la data toute seule, je dirais qu'elle n'a pas de valeur, elle est factuelle, elle raconte quelque chose, mais elle ne va pas te raconter l'histoire, elle ne va pas avoir toute seule, elle ne va pas avoir de vision ou d'ambition en fait. Donc, une data seule, elle ne veut rien dire. Après, tout dépend de ce que tu en fais. Ok, très bien. Très cool. Troisième, vrai ou ignoble, les MMP, donc les partenaires de mesurement, vont disparaître. Donc, c'est une bonne question. Il y a eu des changements dans la manière dont les MMP... dans la manière dont on les utilisait. En effet, à l'époque, j'ai l'impression que les MMP te donnaient vraiment une attribution parfaite de... Kylian vient de cette campagne, il a acheté un abonnement Photoroom, donc c'est super. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En effet, on n'a plus cette même visibilité au niveau user, à la my user. Mais quand même, parce que justement, Maxime de notre équipe a intégré de la donnée Adjust récemment. Et ça te permet quand même d'avoir une certaine
infrastructure et une certaine qualité de données à la maille plateforme qui est quand même géniale. En fait, on n'imagine pas, mais toute la data qui vient de TikTok, de Meta, de Google, elle n'est pas du tout dans le même format, elle ne vient pas du tout de la même manière, pas au même moment. Et en fait, les MMP, de ce que Maxime m'a expliqué, les MMP viennent vraiment cleaner cette donnée-là, faire une sorte d'attribution, et ensuite on est capable de regarder cette donnée dans notre outil de BI et d'avoir vraiment des informations par plateforme. Donc je dirais que les MMP n'ont plus la même fonctionnalité qu'avant, mais ils sont vraiment indispensables si on a envie d'avoir de la donnée au niveau de notre marketing. Ok, très bien, très très bien. Question suivante. C'est vrai que la MMP, c'est un gros sujet, nous, côté app mobile, parce que ça peut coûter cher pour les petits studios, parce que on n'a pas tous les prix des gros studios. Et en même temps, quand tu fais pas beaucoup de réseaux différents, TikTok, si tu fais que du TikTok, on se dit c'est peut-être moins intéressant que celui qui fait TikTok, Insta, Snapchat, Facebook dans les réels, machin. Et du coup, on se dit parfois, ça coûte peut-être cher pour pas grand-chose. Donc, ça va être une vraie question là-dessus. Ok. Passons à la suite. Les dashboards sont souvent plus beaux qu'utiles. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Vrai ou ignoble? Mais tellement vrai. Je pense que vraiment la plupart des dashboards ont été créés seulement pour être vus, dans le meilleur des cas, mais sans vision derrière d'être là pour prendre une décision. Je pense vraiment que les dashboards ne servent à rien si le but derrière n'est pas en tout cas, d'ouvrir une question pour prendre une décision. Et par exemple, chez Photoroom, on a un nouvel outil de BI qui s'appelle Omni, et qu'on adore, on l'a vraiment benchmarké et on l'aime beaucoup. Et ils ont une fonctionnalité, ils ont un type de chart qui s'appelle AI Summary. Et en fait, tu les connectes à un chart et il est capable de t'extraire en fait du savoir, une information vraiment clé par rapport à un chart. Plutôt que d'avoir des charts, des courbes à droite à gauche, et en fait, tu sais même plus quoi regarder. Vraiment, c'est des learnings et même des recommandations. Et donc, par exemple, on a fait ce type de chart pour justement la data adjust. Et le chart, en tout début du dashboard, nous dit voici les campagnes sur lesquelles il faut continuer d'investir, voici les campagnes, attention à monitorer, et ça, ce sont les campagnes sur lesquelles il faut arrêter d'investir parce que le ROAS n'est pas à hauteur des espérances, par exemple. Ok, c'est intéressant, parce que c'est à qui je parlais avec Youssef, quelqu'un que j'ai en podcast hier, et qui vend une de ses apps, et je lui ai dit aujourd'hui envoie-moi les datas de ton app, les revenus de ton app sur les 5 derniers mois, et il m'a envoyé du coup un graphique. Donc on voyait à gauche de 10, je crois que c'est 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, et en bas on voyait le nombre les numéros des mois. Mais en fait, je ne savais pas exactement en combien il était. Du coup, je voyais qu'en novembre, ça faisait à peu près, 13 000, mais je ne savais pas le nombre exact. Je me suis dit exactement, là, le graphique est bien, mais en fait, je n'ai pas la vraie data, finalement. Exactement. Donc, je pensais à ça avec ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu me posais des questions sur la data. En fait, avec une même data, tu peux avoir des apprentissages, des décisions qui sont complètement différentes. Tout dépend de comment tu la regardes. Ok, trop bien. Très intéressant. Question suivante. Vrai ou ignoble, l'IA va rendre 50% des tâches data inutiles? Alors, l'IA, ça c'est sûr, c'est indéniable, automatise plein de tâches, mais en revanche, elle ne remplacera jamais le jugement. Aujourd'hui, faire de la data en 2025, c'est juste extraordinaire parce que l'IA automatise un certain nombre de tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée, en fait. Je me rappelle, chez Zenly, on avait embauché un data engineer freelance pour créer des tables aujourd'hui, mais en fait, on est 3 dans l'équipe data. On fait tout ça, mais avec un outil qui s'appelle Nao, qui est connecté à notre code base, avec qui on peut chatter avec l'agent et qui nous crée des tables vraiment à faible valeur ajoutée. J'aurais pu le faire, mais il n'y aurait pas eu de valeur ajoutée. Ok, très bien. Très intéressant. Vrai ou ignoble, la suivante, la plupart des A/B tests sont terminés trop tôt. Je suis complètement d'accord. La plupart des tests sont terminés trop tôt. Et les terminer trop tôt, c'est vraiment se baser sur la chance. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me parles de ça parce que donc nous aussi, on utilise Amplitude chez Photoroom. Et notamment, on l'utilise aussi pour leur outil d'expérimentation, donc pour faire des A/B tests. Et on a justement changé la méthodologie récemment. On est passé sur des expériments qui s'appellent avec une méthodologie de sequential testing et qui justement anticipe ça. On sait très bien que dans les équipes produits, on a envie d'avoir les résultats tout de suite. Et ça s'appelle le picking, en fait, de refresh ton chart pour avoir, en fait, alors est-ce que c'est significant, est-ce qu'il y a un uplift? On est assez impatient, en fait, mais c'est comme ça qu'on travaille. Et donc, cette méthodologie de sequential testing, elle permet d'éviter justement les faux positifs et de prendre ce risque-là en compte. Ok, ça marche comment du coup? Sequential testing, pardon.
Si tu veux, on pourra en discuter après. C'est Oui. c'est Ok, technique, non, bah oui, c'est mais en trop tout cas, technique. par rapport à leur technique de base qui s'appelle Ouais. le t-test, Ouais. ils prennent en compte justement ce risque-là. Donc en fait, tu vas peut-être plus difficilement obtenir une significance et voir Ouais. un uplift significant, mais au moins une fois que tu en as un, tu sais que tu as évité tous les risques de faux positifs. Ok, intéressant. Très intéressant. L'avant-dernière question, vrai ou ignoble, on peut faire dire ce qu'on veut à une courbe. Oui, je suis d'accord. Tout dépend de comment tu regardes la data. Tout dépend de à quoi tu la compares. Si tu compares une courbe avec le mois d'avant, ok, mais qu'est-ce que ça dit par rapport à l'année d'avant? Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Tu regardes la data, tu l'as segmentée comment? C'est à quel taux? Enfin voilà, une courbe, ça veut rien dire en fait. Ok, ouais. Oui, je Tout pense dépend à ce du que tu me contexte. disais tout à l'heure par rapport à quand tu étais plutôt dans la partie data commerciale. Je pense que parfois on peut jouer aussi un peu avec la data pour aller faire un peu dire ce qu'on veut et aller dire un peu n'importe quoi quand c'est plus côté commercial, quoi. Oui, mais le but, le but, c'est quand même d'avoir des vraies Bien informations sûr. et qui aident le client aussi. Ouais, complètement. Très intéressant. Et enfin, celle-là, on y a déjà un peu répondu tout à l'heure, c'était un peu sur l'attribution mobile, donc ça revient un peu au MMP. Ok, nickel. Et ben on est bon sur le quiz vrai ignoble. On va passer à un focus plus data, mais avec c'est des questions un peu plus ouvertes, un peu plus larges. C'est parti. Donc pour toi, sur une app mobile, alors je sais pas si chez Photoroom tu gères quoi, plutôt le mobile, web, un peu de tout, mais la première question c'est quelle est la data la plus importante pour une app mobile? Pour moi, la data la plus importante, c'est la rétention. Ok, En fait, c'est super cool d'avoir des installs. ouais, Mais en fait, combien de personnes ensuite sont convaincues que c'est le bon outil pour leur workflow et Ouais. qui vont continuer à retourner et à utiliser ton app. Donc la rétention, c'est vraiment la clé. J'ai l'impression que tout ce qu'on fait est basé sur, en tout cas dans un espoir d'augmenter la rétention. On Ouais. a envie de faire plaisir à nos clients, on a envie que nos clients utilisent l'app dans un but vraiment de revenir. ok, Ce qui est compliqué avec la rétention, c'est que c'est difficile d'attribuer une feature à la rétention. ouais, Tu peux lancer une feature et voir que tu as des centaines et des milliers d'utilisateurs du coup, qui continuent à utiliser l'app parce qu'ils Ouais. ont utilisé cette feature. Ouais. Mais la difficulté, c'est la différence entre la cause et la causalité. ouais, ok, intéressant. Et comme tu disais tout à l'heure, en data, on a envie de savoir les choses vite. Et la rétention, du coup, c'est un peu la data la plus longue, hein, j'ai l'impression, à traquer. Ça me fait penser à hier, je recevais quelqu'un de Rocapine qui me disait que eux, ce qu'ils regardent en premier, c'était la conversion de l'installation à la période d'essai, quoi. Et donc, en fait, et souvent, en fait, dans les apps mobiles, dans les studios apps et dans les studios un peu indépendants, j'ai l'impression que c'est plutôt cette data-là qui ressort plutôt que la rétention, quoi. C'est plutôt l'install to trial. Mais je suis d'accord avec toi qu'au final, avec l'install to trial, on n'a pas beaucoup d'infos, quoi. À part le produit plaît un peu, même pas le produit, plus le paywall plaît, mais c'est tout ce qu'on sait, quoi. Donc, c'est un vrai sujet, ça. Exactement, convertir un trial, c'est trop bien. Ça veut dire que tu as une bonne expérience d'onboarding. En revanche, on sait très bien que les utilisateurs peuvent justement ne pas convertir. Ils Ouais. peuvent aussi demander un remboursement après avoir subscribe. Ouais. Donc le but, c'est vraiment qu'ils arrivent à être ce qu'on appelle activés. C'est qu'ils Ouais. arrivent à trouver l'intérêt de ton app dès les premiers jours. Ouais. Chez Photoroom, on considère que tu as été activé si tu as vraiment vu la valeur que pouvait t'apporter Photoroom. Donc quand tu as fait plusieurs exports dès tes premiers jours. Ok. Et donc ça, c'est tout un challenge d'arriver à montrer aux utilisateurs que ton app, elle est géniale pour leur use case. Ok, trop bien, très intéressant. Ok, question suivante. Comment t'expliques ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien? C'est une bonne question. Pour le côté product data, je dirais que j'essaye de comprendre à quel point est-ce que Photoroom est adapté aux besoins des utilisateurs. Ok. Voilà. Et aussi, je dirais, ça c'est plus pour le côté data en interne, Ouais. que je travaille pour que le leadership ait une visibilité sur la performance de notre produit. Ok, intéressant. Pour moi, tu as le métier le plus important dans les apps mobiles et pourtant aujourd'hui, dans la plupart des studios, on ne retrouve pas ce métier-là parce que c'est peut-être un luxe de le se payer, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce métier. Comment tu interviens dans une équipe, toi, avec qui tu discutes? Est-ce que tu influences le produit? Comment ça se passe dans ton quotidien? Donc, en effet, tout dépend si tu es product data ou data. Ouais. Maintenant qu'on a une vraie équipe data, parce qu'au début, j'ai été toute seule pendant 2 ans. Ouais, bien sûr. Maintenant qu'on a une vraie équipe data, je pense que je vais faire de plus en plus de data, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ingère les bonnes données pour pouvoir donner une bonne visibilité sur la performance de nos produits. En parallèle, on est en train de créer une équipe product data qui, eux, seront vraiment dédiés à s'asseoir avec le produit. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début, Ok. où tu es vraiment le partenaire d'un PM
et tu participes à tous les weekly, tu écoutes leurs besoins, leurs doutes, tu les accompagnes dans la création d'un A/B test, tu challenges aussi les besoins. Parfois, on peut te demander j'en sais rien, de créer un dashboard, etc. Il faut aussi challenger, OK, est-ce que c'est de cette data dont on a besoin? C'est quoi notre North Star métrique pour chaque squad, etc. Donc, moi, j'adore avoir les deux casquettes aussi, un peu produit, mais aussi vérifier est-ce qu'on ait la meilleure data constamment. Parce que c'est vrai qu'ingérer plein de sources de données, il faut vraiment vérifier est-ce que la data elle soit toujours bien accurate. Ok, trop bien. Intéressant. Et ça ressemble à quoi une journée pour toi? Tu fais quoi quand tu arrives au boulot? C'est quoi la journée de quelqu'un en data? Souvent le matin, on va pas se mentir, même s'il y a beaucoup d'IA, souvent il faut vérifier justement que toutes tes tables ont bien été créées la veille, qu'il n'y a pas d'anomalie, que les tests n'ont pas été trigger, que dans Amplitude, t'as pas eu de tests non plus ou de ratios qui ont cassé dans la nuit. Donc il y a quand même beaucoup de checks. Et ensuite, tout dépend des priorités et des besoins. Là, j'ai beaucoup travaillé sur justement les A/B testing d'Amplitude parce que j'avais envie de former les personnes en interne. Mais avant de former les personnes en interne, il faut que moi, j'ai bien compris le sujet et que j'ai tout décortiqué. Donc ça, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Et c'est vrai que grâce à l'IA, on est vraiment devenu full stack maintenant. Tu vois, on n'a même pas besoin d'embaucher un data engineer. Tous les trois, on est assez full stack. On arrive à importer de la donnée de manière hyper facile, la cleaner, créer des tables et ensuite importer ça dans Omni et en faisant ça en quelques heures. Donc voilà, tout dépend des gros sujets. Ok, nickel. Qu'est-ce que j'ai mis après? C'est quoi le truc que tout le monde croit vrai sur le tracking mais qui est complètement faux? Est-ce que tu as un truc en tête qui te vient comme ça? Alors, quand tu disais le tracking, est-ce que c'est côté Amplitude ou plutôt côté marketing Peu importe, un peu globalement, peu importe. Si tu as un truc en tête, sinon c'est pas obligatoire. Il y a des trucs parfois... tout à l'heure, on parlait des... C'est quoi là? C'était ma toute première question. Par exemple, plus on collecte de data, plus c'est mieux, ce genre de trucs-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont... On parle souvent, on a l'impression que c'est souvent le truc à la mode, mais en fait, c'est pas forcément important. Par exemple, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est sur la durée des A/B tests. Est-ce qu'on dit toujours qu'il y a une durée idéale pour les A/B tests? Est-ce que ce truc-là est bien ou est-ce complètement faux, par exemple? Typiquement, ça dépend de ta méthodologie. Et grâce à la méthodologie sequential testing, justement, tu n'as plus besoin d'attendre des semaines et des semaines, par exemple. Ok, très bien, très clair. Ok, parfait, ça c'est bon. Ok, nickel. Maintenant, on va focus un peu sur tes deux expériences, du coup, Zenly et Photoroom. La première, c'est Zenly. C'est une super boîte. Est-ce que tu as vécu, toi, la fin de Zenly et comment ça s'est passé dans Zenly à ce moment-là, si tu y étais? Je ne sais pas si tu étais à ce moment-là. Oui, j'y étais. Moi, je suis arrivée en 2021, début 2021. Donc, en effet, ils avaient déjà été rachetés par Snap depuis longtemps. Depuis 2017, je crois. Mais ils étaient restés encore très indépendants. C'était vraiment Zenly. Il y avait bien sûr la présence de Snap quelque part, mais c'était vraiment l'équipe Zenly qui travaillait pour le projet, pour le produit Zenly. Donc chez Zenly, j'ai vraiment découvert déjà le monde de l'app consumer, parce que chez Criteo, c'était pas le cas. Et j'ai découvert en fait l'amour du craft, l'amour de créer une app qui génère des émotions positives chez l'utilisateur, travailler pour qu'en fait les utilisateurs ils se réunissent et ils kiffent entre amis, ils se réunissent, ils puissent se taguer leur place favorite et avoir leur propre monde. Enfin, c'est vraiment particulier, c'est vraiment une technique de créer un produit qui est complètement différente. Et c'est ce que je retrouve quand même chez Photoroom. L'amour du user, en fait, et de créer une app qui génère des émotions. Toi, tu le ressens tout ça? Parce que souvent, on pense que la partie produit est beaucoup sur le produit, la partie data. C'est quoi ton rapport avec l'application même? Est-ce que tu étais souvent sur l'application et tout? Ou alors tu étais plutôt derrière les dashboards? On ne sait pas trop comment ça se passe quand on est dans la data. Tout dépend de la culture, en fait. Chez Zenly, et c'est la même chose chez Photoroom, il y a une culture data qui est énorme. Enfin, il y a une culture product et data qui est extraordinaire. Antoine Martin, il est
hyper data-driven. J'avais jamais imaginé qu'un CEO puisse être aussi au courant de la data. Enfin, il était meilleur que nous sur Amplitude. Ok. Il était au courant de toute la donnée. Donc, bien sûr, il était très impliqué dans le produit, mais aussi beaucoup dans la data. Et en fait, on testait tous l'app constamment parce qu'on adorait l'app. Ok, trop Et bien. c'est comme chez Photoroom, moi j'adore cette app, je la teste constamment. Ouais. On a une application qui s'appelle Instabug. Dès que tu remarques qu'il y a un bug dans l'app, tu checkes ton téléphone, tu reportes les bugs. Ouais. Chez Zenly, il y avait même un classement de toutes les personnes qui reportaient les bugs. En fait, c'est vrai que c'est vraiment toutes les personnes, quel que soit leur travail, que tu sois talent acquisition, que tu sois data, dev, etc. Tout le monde aime tellement le produit qu'en fait, on est tous dessus tout le temps. Ouais. Et ça change toute la relation. Et surtout, j'ai découvert le plaisir en fait, de travailler avec de la donnée pour un produit que j'adore. Ouais, ok. Et j'ai eu la chance du coup de trouver Photoroom après Zenly, justement, une fois que Zenly a fermé, parce que j'adore cette application. Et donc, moi aussi, je l'utilise tous les jours pour tester l'app et pour vérifier que notre analytics soit correct, mais aussi parce que je kiffe cette app. Donc parfois, je peux me rendre compte de choses qui me semblent bizarres, etc. Donc je reporte ou je fais des suggestions de features, etc. Et ça change en fait toute ma relation à la data. Ouais. Et ça, je trouve que c'est génial. Ok, stylé. Et une app comme Zenly, c'est quoi les gros chiffres qu'il y a eu entre quand toi t'es arrivé et quand t'es parti? Est-ce que tu as des chiffres qui sont impressionnants en termes de data? Je vais pas communiquer de chiffres. Oui. Ouais. Voilà, mais en tout cas, pendant que j'y étais, il y a eu cet énorme changement où où ils ont créé une nouvelle version de l'app. Okay. Et ça a été super intéressant de voir cette évolution-là. Okay. Voilà, parce qu'ils ont bossé comme des fous sur cette nouvelle app, donc c'était trop cool d'y être à ce moment-là. Okay, et voilà, je vais pas te donner de chiffres, mais en tout cas, bosser avec de la donnée qui est aussi intéressante, c'était aussi génial, parce que j'avais du coup à la fin on avait créé des tables qui pouvaient enfin être utilisées du coup pour des data analysts comme moi et donc travailler de la donnée comme ça que faisaient les gens quand ils se sont ajoutés en amis, est-ce qu'ils étaient ensemble, c'était de la donnée super intéressante. Ok, trop bien, trop stylé. Ok, très bien. Et maintenant plus sur Photoroom, c'est organisé un peu comment l'équipe côté data. Vous êtes combien? Comment ça se passe? Qui fait quoi exactement? C'est quoi les différents métiers de la data? Parce qu'on est très peu informé aujourd'hui dans les apps mobiles sur qu'est-ce qu'il y a comme métier. Tu parlais de data, product data. C'est quoi un peu les différents métiers? Donc aujourd'hui, on est 3. Ouais. J'ai été toute seule pendant 2 ans. Et aujourd'hui, il y a Juliette et Maxime. Donc on est tous les 3. On a la chance en fait de bosser avec ce qu'on appelle une moderne data stack. Donc ça veut dire que on a la donnée qui est hyper clean. Elle est intégrée dans une centrale data warehouse qui s'appelle Snowflake. On nettoie la donnée avec un outil qui s'appelle DBT. Ensuite, on crée nos tables. Enfin, tout ça se passe d'une manière hyper facile et facilitée en plus par l'AI. Donc, comme je te disais, on est assez full stack. En fait, on n'a pas besoin de autant de métiers dont on aurait besoin il y a encore 2 ans. Donc, en fait, tous les 3, on fait un peu tout ça. Donc, on fait le product data, on fait un peu data eng et on fait du data analyst. Donc, vraiment, tout dépend des besoins du jour. Mais ce qui est super, c'est de pouvoir satisfaire l'équipe Growth, par exemple, qui avait besoin de toute la donnée Adjust. Tu me parlais des MMP. Et Maxime a intégré toute la donnée Adjust. Il a créé des bons dashboards, etc. L'équipe Sales avait besoin d'intégrer la donnée HubSpot. C'est ce qu'on a fait, on l'a intégré super facilement et ensuite on passe des données donc on intègre la data HubSpot dans Snowflake. Ensuite on peut redonner de la data en retour de HubSpot, par exemple des données Amplitude, on peut les renvoyer à HubSpot. Donc ça c'est vraiment super de pouvoir jouer avec toutes ces sources de données, les cleaner et ensuite les renvoyer soit dans les outils de DataVis, soit dans les outils métiers. Ok. Quand tu dis on intègre la data, comment vous êtes avec les... Est-ce que c'est pas vous qui développez? S'il y a les développeurs-développeuses dans l'équipe, comment ça se passe pour les faire intégrer cette data justement? C'est vous qui donnez des conseils? Comment ça se passe? Eh bien, aujourd'hui, ils utilisent des outils qui rendent ça de plus en plus facile. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Airbyte et qui te permet justement... Tu as des connecteurs qui te permettent de connecter des API d'une manière super facile. Et si le connecteur n'existe pas, tu as aussi des outils de GenAI qui te permettent de mettre le lien de la documentation et ensuite ça t'aide en fait à connecter tout ça. Il y a quelques années, on aurait embauché quelqu'un pour le faire. Aujourd'hui, tu peux le faire avec l'aide de ChatGPT et un outil comme Airbyte, tu peux le faire en quelques heures.
Ok. Donc en fait, l'AI et la data, ça t'ouvre le champ des possibles. Ouais. Ok. Il ne faut plus avoir peur de s'intéresser à des sujets sur lesquels tu n'es pas expert, parce qu'en fait, tu sais que tu peux y arriver. Ça change tout. Trop cool, trop cool. Et un côté qui nous parle beaucoup, c'est le côté international. Est-ce qu'il y a des datas en termes de... Vous êtes dans quel pays avec Photoroom? Comment ça se passe là-dessus? Ce que je trouve incroyable chez Photoroom, c'est que sans personne aux États-Unis, Ouais. on fait 50% de notre ARR aux États-Unis. Ok, intéressant. Donc là, on est en train de monter un bureau. Ok. À New York d'ailleurs. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu cette part d'ARR qui est 50% aujourd'hui. Aux États-Unis, je me dis, mais on a qui? Qu'est-ce qu'on a fait pour être aux US? En fait, voilà, ça a pris. Et c'est incroyable. Donc là, justement, on ouvre un bureau pour pouvoir encore augmenter cette part-là aux États-Unis. Mais je trouve ça incroyable parce que les US, généralement, c'est assez difficile à tackle, surtout que quand les 2 co-founders sont à Paris. Ouais, c'est clair. Ok. Et dernière chose avant de conclure, il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas le luxe d'avoir 2 ou 3 personnes product data dans leur team. Généralement, c'est des personnes qui sont soit CEO, soit indépendantes tout seuls, qui doivent gérer leur data. Qu'est-ce que tu leur conseilles de traquer s'ils n'ont pas le luxe de passer des heures et des heures dessus, mais voilà, de commencer à traquer un peu? Qu'est-ce que tu conseilles de commencer à traquer un peu quand on n'a pas des gros budgets, quand on n'a pas beaucoup de temps alloué à ça, quoi? Ouais, c'est une bonne question. Je conseillerais de traquer, en fait, de partir tout de suite avec une stratégie de bien nommer les events. Okay. Ça peut paraître idiot, mais tu vois, aujourd'hui, une de mes tâches, c'est je me lance dans ce chantier-là de vraiment avoir une naming convention pour tous les events et de retravailler tout ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, notre app, elle a tellement grossi. À chaque fois que tu crées une nouvelle feature, en fait, tu rajoutes une sorte de dette, parce que tout le monde va créer ses events avec des nouvelles propriétés, etc. Donc, il faut vraiment implémenter une stratégie d'event assez tôt. Et ensuite, une fois que tu intègres cette stratégie de naming, je trouve que du coup, tu traques plus facilement. Parce que tu dis, OK, la manière dont je vais appeler mes events, ça va être un objet et une action. Et du coup, tu te dis, OK, tout ce qui se passe dans l'onboarding, je vais faire onboarding de points et ensuite l'action. Et comme ça, tu as tous tes events qui sont bien organisés. Et du coup, après, en fait, le but, c'est d'être self-serve. Nous, chez Photoroom, notre but, c'est que tout le monde puisse poser une question à l'outil de Omni, du coup, qui a une semantic layer. Donc, en fait, n'importe qui peut poser une question en langage naturel. Donne-moi la RR aux États-Unis depuis 10 mois par semaine. Et tout le monde peut avoir cette donnée-là. Et si tu arrives à bien nommer ta data, tes events dès le début, ensuite, tu n'as pas de dette en fait, en termes de data. Ouais, ok, très bien. Écoute, j'ai fait le tour de mes questions. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, fin 2025, et puis pour l'année prochaine, les années qui arrivent? Écoute, continue à apprendre comme j'apprends aujourd'hui et continuer à bosser pour des boîtes dont j'adore le produit, puisque c'est quand même assez cool. Magnifique. Longue vie à Photoroom. Et merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. Merci beaucoup.